Les applaudissements pour l'investiture de ma sœur résonnaient encore dans la salle quand sa voix a tranché net dans le bruit. Tu es viré. La sécurité va te raccompagner à la sortie. Je n'avais même pas encore levé mon verre pour porter un toast. La salle de bal s'est figée. Les chaises à moitié tournées, les lumières tremblant sur le cristal. 200 paires d'yeux se sont posés sur moi, comme un projecteur que je n'avais jamais demandé. Personne n'est intervenu. Ni mes parents. Ni mon frère. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas argumenté. J'ai retiré mon badge d'invité, je l'ai posé à côté de la coupe de champagne intacte et j'ai marché vers les portes tandis que le silence se refermait derrière moi. Ils pensaient que l'humiliation s'arrêtait là. Ce n'était pas le cas. Ce n'était que la première minute du compte à rebours. J'avais 19 ans la première fois que j'ai compris comment le pouvoir circulait dans ma famille, silencieusement, nonchalamment, et toujours en faveur de quelqu'un d'autre. L'entrepôt où nous travaillions à l'époque se trouvait dans une zone industrielle en banlieue parisienne, un rectangle froid de béton et d'étagères métalliques, plein de courants d'air. Les néons au plafond grésillaient, vacillant juste assez pour piquer les yeux. Mon père se tenait près d'une table pliante, me tendant un contrat qui promettait un salaire dont aucune de mes amies n'aurait osé rêver. « Prends-le, dit-il, se tournant déjà vers une pile de bons d'expédition. Ma sœur Manon se tenait derrière lui, faisant tournoyer les nouvelles clés du bureau comme si elle les avait méritées. Elle avait 21 ans, elle était extravertie, photogénique, toujours celle qu'on invitait à poser pour les photos des investisseurs. J'ai jeté un œil au montant du salaire, puis aux marges où quelqu'un avait laissé des traces d'encre d'imprimante. « Je veux des parts de l'entreprise à la place, ai-je dit. Papa n'a pas levé les yeux. Prends le salaire, Camille. C'est stable. Mais la stabilité ne m'avait jamais impressionné. La propriété, si. J'ai fait glisser sur la table l'accord d'une demi-page que j'avais rédigée. Le papier semblait ridiculement fin comparé au contrat glacé qu'il tenait dans ses mains. Il a soupiré, a attrapé un stylo et a signé sans lire. La télé dans un coin hurlait un match de foot. Dès que son équipe s'est approchée du but, il a cessé de prêter attention à quoi que ce soit d'autre. Sa signature a légèrement tremblé quand la foule à l'écran a rugi. Manon s'est penchée vers moi, la voix juste assez forte pour que je l'entende. Tu compliques toujours tout. Je n'ai rien dit. J'ai rangé le papier dans mon dossier et j'ai senti pour la première fois la forme de mon propre chemin silencieux se dessiner. 1 an plus tard, l'entrepôt était plus rempli. Plus d'employés, plus de bruit, plus d'expéditions. Quand papa a distribué les primes, celle de Manon était dans une enveloppe assez épaisse pour faire un bruit sourd quand elle l'a posée. La mienne était une simple feuille. Départ à la place, lui ai-je répété. Il a à peine cligné des yeux avant de signer un autre petit transfert. Notre jeune frère, Adrien, nous avait rejoints entre-temps, accomplissant ses tâches avec la confiance de quelqu'un qui sait qu'un titre l'attend, peu importe ses performances. Quand il a égaré tous les rapports d'inventaire d'une semaine, papa s'est tourné vers moi, règle ça. Quand Manon a oublié un appel client, maman a soupiré en disant qu'elle subissait beaucoup de pression. J'ai appris très tôt que mes erreurs étaient des responsabilités. Les leurs, de simples désagréments. Le tournant est arrivé en 2013, dans le salon de notre maison de famille. Manon était sur le point de signer un accord de partenariat qui aurait plongé l'entreprise dans un gouffre financier sur plusieurs années. Son stylo flottait au-dessus de la page, son sourire éclatant pour les membres du conseil d'administration présents en visioconférence. J'avais vu les chiffres. Je savais qu'ils n'étaient pas bons. Papa a coupé le son de l'appel un instant, les yeux toujours rivés sur la télé. « C'est une bonne chose ou pas ?» a-t-il demandé. Au lieu d'argumenter, j'ai glissé un unique paragraphe à l'arrière du dossier, un amendement sur lequel j'avais travaillé pendant des semaines. Une clause de sauvegarde, un précurseur de ce qui deviendrait plus tard l'article 14C. Signe ça aussi, ai-je dit. Il ne l'a pas lu. Il ne lisait jamais. Son équipe venait de marquer à nouveau. Le stylo a touché le papier pendant le ralenti. Manon m'a jeté un regard, l'irritation crispant sa mâchoire. Pourquoi faut-il toujours que tu te mêles de tout ? Toujours.
Ce mot est resté. Comme si j'étais une obligation que l'on devait tolérer, pas celle qui soutenait discrètement le plafond. Au fil des ans, j'ai collecté d'autres indices. Maman faisant l'éloge de Manon pour des idées que j'avais rédigées. Adrien, félicité pour des contrats que j'avais négociés. Des parents me demandant si j'aidais toujours à l'entreprise familiale, comme une sorte d'assistante qui passait quand on avait besoin d'elle. Ce n'est pas la rage qui m'est restée. C'était un schéma. Un long et prévisible schéma. Et quelque part en chemin, j'ai cessé d'attendre quoi que ce soit de différent. C'est ce jour-là que j'ai appris ma place dans cette famille. 3 heures avant le gala, je suis arrivée assez tôt pour me glisser à l'intérieur sans être remarquée. Le personnel de la salle de bal ajustait encore les numéros de table, polissait l'argenterie, répétait les jeux de lumière pour le grand moment de ma sœur. Mon nom ne figurait sur aucune de leurs listes. J'ai vérifié 2 fois, juste pour être sûre. Sur les écrans affichant en boucle le programme de la soirée, le visage de Manon apparaissait encore et encore, notre nouvelle PDG. Son sourire éclatant sous le filtre doré. Adrien se tenait à ses côtés sur la photo, avec la légende, directeur commercial. Leur titre brillait en lettres blanches et grasses sous une ligne qui disait « Représentant de la famille fondatrice ». Il n'y avait aucune mention de moi. Ni cofondatrice, ni associée, rien. Un coordinateur technique s'est approché avec un presse-papier. « Vous êtes avec le traiteur ?» a-t-il demandé, poli, distrait. Il ne l'a pas dit pour être cruel, mais c'est tombé exactement là où des années d'effacement m'avaient laissé. Silencieuse, efficace, précise. Je suis passée devant lui en direction du plan de table, une feuille imprimée épinglée près du bar. Mes parents étaient à la table 3, mon frère et ma sœur à la table 1. Ma place était indiquée à la table 12, avec une rangée de noms inconnus en dessous du mien. Mais le détail qui m'a cloué sur place était l'étiquette « Invité ». Pas « famille », pas « direction », juste « invité ». Quelqu'un a ri derrière moi. Je me suis tournée juste assez pour voir Adrien ajuster ses boutons de manchette, la confiance émanant de lui comme un parfum d'après-rasage. « Tu peux t'asseoir où tu veux », dit-il en levant à peine les yeux. « Ce soir, ce n'est pas vraiment à propos de toi. » Les mots étaient petits, jetés avec désinvolture, destinés à piquer sans l'effort d'une intention. Et ils l'ont fait. Mais pas de la manière à laquelle ils s'attendaient, car dans cette fraction de seconde, le schéma s'est finalement aligné. Les regards de l'enfance, les exclusions de l'adolescence, les dédains de l'âge adulte, les contrats non reconnus, les signatures qu'ils n'ont jamais lues, les titres qu'ils ont pris, le mérite qu'ils se sont appropriés. Tout s'est emboîté en une seule et unique vérité. J'avais été effacée bien avant ce soir. Ce n'était que la version publique. J'ai regardé mon badge, Camille Lefebvre, invité, le plastique frais contre mes doigts. J'ai repassé le cordon autour de ma tête et l'ai laissé reposer sur ma clavicule, comme un rappel de l'endroit exact où il croyait que j'appartenais. Adrien attendait une réaction, un froncement de sourcils, une protestation, peut-être une blague, mais je n'ai fait qu'expirer par le nez, lentement, de manière contrôlée. Alors, j'ai simplement souri. Au moment où les portes de la salle de bal se sont refermées derrière moi, le bruit a disparu comme si quelqu'un avait abaissé une vitre entre moi et la fête. Dehors, l'air de la banlieue parisienne portait les premières touches de pluie, frais, métallique, constant. Je n'ai pas regardé en arrière. L'écho des applaudissements, le scintillement des lustres, l'image de ma sœur levant sa flûte de champagne, tout s'est dissous alors que mes talons frappaient le trottoir dans un rythme net et ininterrompu. J'ai atteint ma voiture, le SUV noir allemand qui attendait sous les lumières du Porsche. Le moteur a démarré avec un ronronnement silencieux, un son bien plus stable que le pouls dans mon cou. Un instant, je suis restée assise, les mains sur le volant, laissant le silence s'installer. Pas de chagrin, pas de colère, juste de la clarté, nette et décisive. 3 heures. C'était tout ce dont j'avais besoin. Le trajet de retour a traversé de longues étendues d'autoroute, des plaques d'asphalte humide reflétant les lampadaires comme du verre brisé. J'ai laissé la radio éteinte. Je n'avais besoin d'entendre que le doux cliquetis des clignotants marquant chaque décision. Quand je suis entrée dans le garage, le détecteur de mouvement s'est allumé,
projetant un cône de lumière blanche sur l'établi et l'ordinateur portable que j'avais laissé en charge depuis l'aube. Je ne suis pas entrée dans la maison. Je n'ai pas changé de vêtements. Je ne me suis pas assise. J'ai posé l'ordinateur sur le capot de la voiture et je l'ai ouvert avec le même calme que j'avais eu en déposant mon badge à côté du champagne. L'écran s'est réveillé instantanément. La reconnaissance faciale a déverrouillé tous les dossiers. Tout était déjà arrangé exactement là où il devait être, préparé bien avant qu'ils n'imaginent qu'ils pourraient avoir à me craindre, ou plus précisément, à craindre le système qu'ils avaient ignoré. J'ai ouvert un dossier intitulé « Continuité ». À l'intérieur se trouvaient des documents couvrant 16 ans, des transferts de propriété, des accords, des emails archivés, des notes de réunion du conseil d'administration auxquelles personne d'autre n'assistait, des contrats qu'ils avaient signés sans les lire, des clauses acceptées pendant les pauses publicitaires. Une cartographie des conséquences, créée non par vengeance, mais par habitude, par nécessité. Par le simple fait que quelqu'un devait protéger les fondations pendant qu'il courait après les projecteurs. J'ai lancé la séquence, taper, joindre, classer, envoyer. La rafale de mails cryptés est partie en premier, à destination de chaque membre du conseil, y compris Madame Collet et Monsieur Rivera, qui prêtaient toujours attention quand les chiffres ne collaient pas. Puis Monsieur Whitman, le président qui lisait plus vite que quiconque que j'ai jamais connu. Et enfin, Maître Durand, l'avocat, qui ne sous-estimait jamais un document discret. Ensuite, j'ai ouvert la demande de coursier. Les paquets contenant les derniers dépôts, tamponnés et scellés le matin même, n'avaient besoin que d'un clic pour déclencher l'enlèvement. 14 minutes. C'était leur fenêtre d'arrivée. J'ai regardé le compte à rebours commencer, un cercle bleu se resserrant à l'écran. J'ai actualisé le portail de vote, celui que j'avais construit des années plus tôt en déboguant le logiciel de reprise après sinistre de l'entreprise. Interface épurée, couleur minimale, aucune chance de manipulation. Les chiffres en haut, mon pourcentage total, étaient là où ils avaient toujours été, silencieux, non affichés, intacts. La deuxième heure s'est écoulée sans cérémonie. J'ai travaillé méthodiquement, chaque mouvement délibéré, vérifiant les horodatages, les signatures, confirmant que la clause que j'avais ajoutée après que Manon eût failli signer ce partenariat désastreux restait classée au bon endroit. C'était l'article 14C, enfoui au plus profond des statuts, activé sous une seule condition spécifique, si un dirigeant non actionnaire licenciait un actionnaire majoritaire sans l'approbation unanime du conseil d'administration, le contrôle revenait instantanément à ce dernier. Ils m'avaient eux-mêmes tendu le détonateur, sur scène, devant 200 témoins. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas célébré. Ce n'était pas moi. Je me suis penché en arrière un instant, laissant la lueur du garage s'étirer sur la surface métallique de la voiture. Le silence s'infiltrait dans la pièce comme une fuite constante, imprégnant les murs, le sol en béton, l'air. Une quiétude que je n'avais pas ressentie depuis que la famille s'était divisée en rôles, la star, la favorite, et celle qu'on oublie. J'ai regardé l'horloge. 1 heure. Assez de temps pour que les dépôts se propagent, pour que le système absorbe les changements, pour que le conseil prépare ses propres alignements silencieux. Mon téléphone a vibré une fois. Adrien, puis Manon, puis maman. Aucun de leurs appels n'est passé. Tous leurs numéros étaient bloqués depuis le lever du soleil. Une ardoise vierge, un périmètre contrôlé. Je suis retourné à l'écran, j'ai examiné chaque ligne, chaque clause, chaque horodatage. 16 ans de décisions convergeant toutes vers une seule voie. Pas la vengeance, la structure. Lorsque le dernier document a été synchronisé, j'ai fermé l'ordinateur portable à moitié, pas encore prête à le fermer complètement. Le son de la charnière s'arrêtant à mi-course ressemblait à une respiration retenue. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais corrigé leurs erreurs, couvert les pertes, reconstruit les chiffres, lissé les fissures qu'ils laissaient derrière eux. Je l'avais toujours fait parce que l'entreprise en avait besoin, parce que quelqu'un devait le faire. Mais ce soir, seul dans un garage éclairé par une unique lampe au plafond, la vérité s'est posée avec un poids qui ne m'écrasait pas, mais qui clarifiait tout. Cette fois, je ne réparerai pas ce qu'ils avaient cassé. J'ai laissé l'ordinateur se refermer d'un clic. Le son a résonné doucement sur le béton, final et calme,
une ligne tracée avec précision plutôt qu'avec colère. Le compte à rebours continuait sans que j'aie besoin de le regarder. 3 heures plus tard, la salle de gala brillait encore comme si rien n'avait bougé sous la surface. La musique s'amenuisait dans l'air, ce genre de musique qui remplit l'espace sans avoir de sens. Les invités équilibraient des assiettes de dessert, riant à de petites blagues, ignorant qu'une structure tremblait déjà sous leurs pieds. J'ai franchi les portes principales juste au moment où la sécurité commençait à se repositionner. Leur posture a changé. D'abord subtilement, puis de manière exercée, instruite. Un agent a verrouillé la sortie ouest. Un autre a scellé le couloir de service. Pas d'urgence, pas de théâtralité, juste la procédure. À la table 1, ma sœur s'est interrompue au milieu d'un rire. Le téléphone d'Adrien a vibré dans sa main, puis ceux des premiers membres du conseil. Monsieur Whitman s'est levé de sa chaise au premier rang. Son expression n'a pas changé, mais ses yeux si, un changement de focale brusque, le genre que l'on fait quand l'information s'organise en une évidence. Il a ajusté son poignet de chemise et a fait un seul signe de tête à la sécurité. Ils ont fermé les portes restantes. Personne ne pouvait sortir. Les murmures ont commencé, doux, comme une pluie fine avant l'orage. Une femme à la table 6 a vérifié son téléphone, a plissé les yeux et l'a passé à son mari. Quelqu'un d'autre a chuchoté, « C'est vrai, ça, un autre, pourquoi maintenant ?» Les lumières ont baissé d'un niveau, un fondu en douceur orchestré par l'équipe technique, déclenché par le programme que j'avais conçu des années auparavant. Le projecteur s'est mis en marche, et l'écran de 20 mètres derrière la scène s'est illuminé avec un seul titre, Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Article 14 s'est activé. Le souffle de Manon s'est coupé, assez fort pour que les invités les plus proches se tournent vers elle. Elle a balayé la salle du regard, cherchant quelqu'un pour contredire ce qu'elle voyait. Papa, maman, Adrien, n'importe qui. Mais tout le monde fixait son écran, les téléphones brillant des notifications des dépôts effectués plus tôt ce matin-là. J'ai remonté l'allée centrale, la moquette absorbant chacun de mes pas. Pas d'entourage, pas de drame, seulement le silence qui s'ouvrait autour de moi. Au pupitre, j'ai posé mon ordinateur et je l'ai ouvert. Le portail de vote s'est affiché sur l'immense écran derrière moi, son interface blanche tranchant avec l'éclairage doré et tamisé. « Bonsoir », ai-je dit, la voix posée. Le microphone l'a porté sans défaut. Conformément à l'article 14C, le contrôle revient à l'actionnaire majoritaire. Une motion a été déposée. Monsieur Whitman s'est avancé à mes côtés, les mains jointes. Motion pour annuler les nominations de Manon Lefebvre au poste de PDG et d'Adrien Lefebvre au poste de directeur commercial. Quelqu'un appuie la motion ? Oui. Je seconde. Je seconde. Une réaction en chaîne. Madame Collet. Monsieur Rivera. 3 autres. Des voix fermes. Sans hésitation. Des années de chiffres avaient gagné leur confiance bien avant ce soir. Le vote s'est ouvert. Vert pour oui, rouge pour non. Le premier pourcentage est apparu instantanément. 58%. Puis 61%, 65%, 67%. Les invités se penchaient en avant, observant l'histoire se dérouler en incréments numériques. Chaque clic de chaque actionnaire résonnait dans la salle sans faire de bruit. À 69%, Manon s'est précipitée en avant. Arrêtez ça. Vous ne pouvez pas voter un soir comme celui-ci. C'est ma cérémonie. Monsieur Whitman ne l'a pas regardé. Ceci est une assemblée légale, mademoiselle Lefebvre. Veuillez reculer. Adrien a tenté une autre approche. Camille, allez. C'est la famille. Ceci est la structure, à 10 mètres du rang depuis un endroit près de la table 4, en levant son téléphone. Et elle est contraignante. Le chiffre a encore grimpé. 71%. La barre est devenue entièrement verte sur l'écran. Un silence s'est propagé comme une vague lente. Quelqu'un a laissé tomber une cuillère. Une flûte de champagne a basculé mais n'est pas tombée. Le quatuor à cordes s'est arrêté en pleine note, les archets suspendus en l'air.
Monsieur Whitman a parlé le premier. Motion adoptée, avec effet immédiat. Manon fixait l'écran comme si elle pouvait forcer les pixels à se réorganiser. C'est une erreur. Vous nous avez pris par surprise. Je n'ai pas répondu. J'ai cliqué sur la diapositive suivante, l'addendum présigné confirmant l'exécution de la transition. Les clauses étaient simples, factuelles, sans commentaire. Un hoquet de surprise s'est élevé du centre de la salle, puis un autre. Le téléphone d'Adrien lui a glissé des mains et a heurté le sol avec un bruit sourd. Mes parents étaient figés. Les doigts de maman tremblaient près de son collier. Papa clignait lentement des yeux, comme s'il lisait tout pour la première fois. Pas les documents, mais les conséquences de chaque signature qu'il avait apposée sans regarder. Le projecteur ronronnait, lumineux et constant. L'écran ne bougeait pas. Il n'en avait pas besoin. Le renversement de situation était complet. 4 mois plus tard, le bâtiment semblait différent avant même que j'y entre. Pas plus bruyant, pas plus agité, juste aligné. Le genre de stabilité qu'une structure possède quand personne ne la déchire pour attirer l'attention. La lumière du matin entrait par les fenêtres et en une ligne nette sur le sol du hall, assez vive pour adoucir les arêtes métalliques, mais pas assez chaude pour les flouter. Un équilibre parfait. Mon bureau se trouvait au bout du couloir, là où se trouvait l'ancien placard de rangement. La nouvelle plaque sur la porte était simple, en acier brossé. Rien d'orné, rien de festif, juste mon nom et le titre que le vote avait officialisé. J'ai passé un doigt sur la surface, une fois, sentant sa fraîcheur, sa précision. Puis j'ai poussé la porte. À l'intérieur, tout était calme. Pas silencieux, juste calme d'une manière qui avait du sens. Le ronronnement de la climatisation, le faible cliquetis de quelqu'un tapant au bout du couloir, des piles de papier comme je les aime, l'écran de veille de mon moniteur alternant des couleurs sourdes. C'était ainsi qu'une entreprise devait respirer, régulièrement, sans le poids des égos pesant sur les murs, sans le chaos déguisé en charisme, sans quelqu'un essayant de transformer les réunions du conseil en une production théâtrale. J'ai posé mon sac et j'ai ouvert les stores plus grands. De la fenêtre, la ville bougeait à son rythme habituel, les voitures se faufilant dans le trafic matinal, les piétons luttant contre un vent léger, le reste du monde s'occupant de ses affaires. Et pour la première fois depuis des années, moi aussi. Manon a mis en vente sa maison au bord du lac après le vote. Les photos de l'annonce ont circulé en ligne, des coupes de fruits mises en scène, des plans de travail polis, des pièces vides essayant trop fort de paraître habitées. Adrien a tenté le marché du travail, mais la clause de non-concurrence a tenu bon. Papa et maman sont partis pour une vie plus tranquille sur la Côte d'Azur peu après, évitant les questions auxquelles ils ne pouvaient pas répondre. Ils ont tous fini par me contacter. Un texto, un message vocal, un email transféré d'une ancienne adresse. Des excuses, des explications, des réécritures de souvenirs. Je les ai tous laissés passer à travers le filtre que j'avais mis en place il y a longtemps. Aucun n'a atteint sa cible. Aucun n'en avait besoin. Certaines fins n'exigent pas de porte qui claque. Certaines n'ont pas besoin de discours, de victoire ou de confrontation finale. Parfois, la fin, c'est juste une pièce. Stable. Silencieuse. La vôtre. Certains pensent que le pouvoir appartient à celui qui se tient au micro. Ils ont tort. Le pouvoir réside silencieusement dans les documents que personne ne prend la peine de lire, dans les signatures qu'ils apposent à la hâte, dans les structures qu'ils n'ont jamais cru capables de se retourner contre eux. Ma famille l'a appris à ses dépens. Et j'ai appris quelque chose de plus simple. Le silence n'est pas une faiblesse. C'est une direction. Si des histoires comme celle-ci vous touchent, restez à l'écoute de cette chaîne. Nous racontons les vérités que les familles enterrent, celles qui remodèlent tout lorsqu'elles sont enfin mises en lumière.